Nicolas Homer, pour vous qui êtes généraliste, alors on n'est pas sur de la délégation encore de tâches extrêmement formalisée depuis 15 ou 20 dernières années, comme ce qu'on a avec le SAMU, mais néanmoins, il y a des échanges quand même qui sont réguliers avec les médicaux et les paramédicaux autour de vous. Oui, dans votre introduction, il y avait deux sujets. Le sujet politique, de savoir effectivement, il peut y avoir des réticences des médecins, peut-être par manque de temps en temps de pédagogie, de temps, d'explication, ce à quoi, comme vient de le dire Antoine, avec des choses claires, identifiées depuis longtemps. Donc tout s'est fait un petit peu rapidement, avec des fois un petit manque de concertation. Et puis ensuite, nous avons les outils numériques. Quand on a envie que ça se passe, qu'on est cette fois dans les modalités pratiques d'exécution, eh bien effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas se passer du numérique santé d'une façon générale pour lier en fait ces fameux protocoles de coopération, hein, c'est le terme consacré, puisqu'on a souvent et longtemps parlé de délégation de tâches, qui était peut-être un peu péjoratif, hein, le fait de déléguer. Et là, on est plutôt sur, vous voyez, sur la coopération entre un médecin, hein, la loi est très claire, entre un médecin et un paramédical, avec des fiches extrêmement cadrées, hein, c'est-à-dire qu'on a des arbres décisionnels, on ne dit pas, bah, écoute, on se comprend, on s'entend, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, j'ai confiance en toi, allez, tu fais ça, on fait un petit WhatsApp, et puis... ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Ça, c'est absolument pas la réalité. Ces dernières années. Alors, on ne fait pas de délégation, c'est-à-dire que, bien sûr, les infirmiers sont dans leurs compétences. Si moi, je suis médecin semi-rural. Je vais, comme le disais, je ne peux pas être partout, je ne peux pas être dans toutes les fermes des patients que je suis. Principalement, aujourd'hui, on est au cabinet. On voit énormément de patients et effectivement, on a besoin d'outils qui vont fonctionner. Mais ces outils, ils passent vraiment après le fait que ce qui nous anime aujourd'hui, ce sont ces fameux protocoles de coopération et ces délégations. C'est le fait de dire qu'est-ce que toi tu fais dans la loi, qu'est-ce que moi je fais et qu'est-ce que je n'ai plus le temps de faire. J'anime des groupes en ce moment de formation des pharmaciens principalement et quelques infirmières. J'ai 20 pharmaciens à chaque session qui viennent, qui s'inscrivent volontairement. En quelques jours, les places sont prises et je leur explique comment prendre en charge une cystite. Bon, on arrive à l'approche de l'été, on a un certain nombre de femmes présentes aujourd'hui. Je pense qu'un certain nombre ont déjà fait une cystite. Il est évident que les médecins, à partir du vendredi, le samedi après-midi, le dimanche, eh bien, c'est compliqué. Il faut faire le 15, trouver le médecin d'urgence. Et qu'on peut peut-être imaginer que d'autres professionnels de santé, qui peuvent être des pharmaciens, des infirmiers, avec un arbre décisionnel bien rédigé, pour être sûr que ce ne soit pas une pyélonéphrite, que ce ne soit pas un infarctus du grêle, que ce ne soit pas autre chose, eh bien, quelque chose de bien codifié, c'est assez long, on puisse à ce moment-là soulager cette patiente et qu'elle puisse repartir avec ce traitement et pas empirer. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a cette place, mais si on revient à un niveau politique avec cette introduction, certains médecins, certains syndicats, pas si éloignés de chez nous d'ailleurs, se disent « oui, mais regardez, on prend quand même des choses du médecin et on va le donner à quelqu'un qui va être noyé. » J'étais une partie du savoir, donc du pouvoir du médecin, et on va le donner une partie de ce savoir et de ce pouvoir à quelqu'un d'autre. J'étais le mois dernier une table ronde, je succédais à Mme Firmin Lebaudot. Et on anime, je n'avais pas dit 3 mots. Il y avait effectivement ces syndicats dans la salle qui se sont levés, mais c'est honteux. Bon, on a terminé là. Effectivement, c'est assez dogmatique, mais dans 18 mois, dans 24 mois, on n'en parlera plus parce que ça sera déjà acté et certaines professions s'en seront effectivement dotées. Alors, si on rentre un petit peu justement dans cet état d'esprit, dans la technique de ce qui est en train de se faire, c'est pas seulement vous, en tant que médecin, vous avez la bonne volonté, vous allez former des pharmaciens, des infirmiers, ça ne se passe pas comme ça. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que cette délégation de tâches dans le cadre de la loi, elle est extrêmement encadrée. Donc, on demande au CPTS aujourd'hui, donc à chaque territoire, partir du bas, d'inventer son organisation, ses propres délégations, mais de le faire dans des protocoles qui sont cadré. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce cadre ? Alors, le cadre légal, donc encore une fois, s'appelle le protocole de coopération. Et on en a 2 types. Le national, donc ce sont des protocoles qui ont été écrits par des experts nationaux. C'est revu par la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire par nos plus grandes administrations qui sont en capacité de dire si c'est bien ou si c'est mal.
Ensuite, c'est validé donc sur le plan médical et ensuite c'est validé par le Collège de la médecine générale la plupart du temps et quelquefois ça passe aussi devant les syndicats. Donc vous voyez, il y a quand même un vrai cadre à la fois scientifique mais aussi institutionnel qui vient valider ces fameux protocoles de coopération nationaux. On en a, et moi j'ai mené une commission sur une année l'an dernier, on va en sortir 10. On est en train de finaliser avec la DSS, donc la branche financière de la Sécu, le modèle économique. Ça devrait sortir, j'espère, avant l'été, pour prévenir la déshydratation, les décompensations cardiaques assez tôt, des choses comme ça. Nous avons un autre type de protocole de coopération qui s'appelle le protocole de coopération locale. Donc là, ce sont des territoires, la plupart du temps, ce sont plutôt des CPTS plutôt que des MSP, qui vont écrire. Donc, un des derniers, on en a une soixantaine sur la France. Un des derniers, c'est celui sur l'ostodensitométrie. On a des enjeux majeurs pour prévenir les fractures, notamment du poignet et du col du fémur, plutôt chez la femme, mais aussi maintenant, on s'en aperçoit chez l'homme. De se dire, une fois qu'on a la ménopause passée, le capital osseux de la femme va diminuer et on va venir prévenir avec un examen qui s'appelle la densitométrie osseuse. On fait une radio du dos et de la hanche et on vient se dire, est-ce qu'on va mettre de la vitamine D, du calcium, voire d'autres médicaments qui vont aider en fait à consolider cet os pour éviter ces fractures. Ce sont aujourd'hui des enjeux de santé publique majeurs et donc en fait, on va autoriser un pharmacien, une infirmière, une sage-femme qui l'a déjà un petit peu, de prescrire simplement cette densito. Donc vous voyez, c'est de la prévention, donc c'est plutôt bien, et c'est quelque chose qui est local et qui a nécessité 6 mois d'écriture. Des allers-retours avec une chargée de mission de l'ARS incessant. Donc vous avez d'un côté les protocoles nationaux qui ont été écrits, revus par tout le monde, qui prennent à peu près 1 an à l'écriture, d'autres 6 mois. Donc vous imaginez bien, du moins on l'espère, et moi pour les lire et les pratiquer, je peux vous dire qu'un professionnel de santé paramédicale, c'est-à-dire un pharmacien ou une infirmière qui va éditer ce protocole, si on est sur la cystite ou la densito, sera en compétence, mais certainement supérieure même quelquefois, et je le dis de façon peut-être un peu rebelle, meilleure que nous. Moi, traiter une cystite, ça me prend 30 secondes. Je fais ma palpation, j'examine, j'exclus les diagnostics différentiels. Le pharmacien, il lui faut 1 quart d'heure. Il va poser un certain nombre de questions, il va prendre la tension, il va faire une bandelette urinaire. Antoine, la dernière fois que tu as fait faire une bandelette urinaire pour une suspicion de cystite avec un interrogatoire de 20 questions. Donc en fait, ils font un bon travail. C'est ce que je veux juste rassurer les personnes qui nous écoutent. Les protocoles de coopération, ce n'est pas une entente entre 2 professionnels de santé avec du numérique ou pas. C'est quelque chose effectivement qui nécessite quelque chose à l'écriture de long et à la pratique de long et de couteau en temps aussi, oui. Et là, c'est intéressant. Comment est-ce que ça se passe très concrètement, par exemple, dans votre CPTS, alors je ne sais pas vous, entre médecin généraliste et le pharmacien, à qui vous allez pouvoir déléguer le contrôle de cystite d'une patiente, je veux dire, de manière très pratique. Vous n'allez pas l'appeler et dire tiens, aujourd'hui, je te délègue la cystite, viens faire une journée de formation et puis ça sera bon, quoi. Exactement. Protocole de coopération, il y a un point A et un point B. Donc il y a un médecin, toujours, qui est le délégant et le délégué. Et le délégué peut avoir une différente profession, mettons le pharmacien. Et entre ces délégants et délégués, doit exister un certain nombre de procédures, puisque le délégant va toujours être d'astreinte. S'il y a un problème, hier, moi j'ai 3 pharmaciens qui m'ont appelé, me dit voilà, j'ai un problème avec, j'ai une hématurie sur la cystite, qu'est-ce que vous en pensez? L'autre, c'était de savoir s'il devait réaliser la palpation, la percussion lombaire, des choses comme ça. Donc, je suis d'astreinte. C'est assez rare. Aujourd'hui, on a pris le recueil des 500 derniers protocoles de coopération faits sur la cystite. On a eu 5 appels. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a des choses qui roulent, qui sont bien édictées. Et une fois que les premiers protocoles ont été faits, que les peurs sont dédouanées, eh bien, les professionnels de santé, les pharmaciens, les infirmières, peuvent le faire en toute sécurité grâce, effectivement, soit on le fait en papier, donc il faut un classeur par patient, soit avec des plateformes sécurisées où tout est digitalisé. Les professionnels, le pharmacien, il a juste à cliquer, tac, tac, non, 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 oui, ah, j'ai l'ordonnance avec mon nom.
hein, parce que le pharmacien n'a pas le droit de prescrire. Donc, en fait, quand il va amener, OK, pas d'intolérance, mettons à la phosphomycine, eh bien, ça va sortir une ordonnance de phosphomycine avec mon nom, mon numéro RPPS. Il aura juste à me mettre un coup de tampon et ça va partir au patient, il va lui délivrer aussi, et ça va partir soit dans mon espace santé, soit il y aura une traçabilité aussi au médecin traitant. Donc, si je résume bien, d'abord, le protocole, il est vraiment très codifié. Vous nous avez vous nous avez rappelé tout le respect médical, scientifique qu'on a là-dessus. C'est extrêmement documenté. Cela impose à la personne d'avoir eu un minimum de formation sur la tâche qu'on va lui déléguer. Cela impose la notion de binôme entre le médecin et le pharmacien. Vous faites très bien de rappeler que vous êtes d'astreinte et que la signature sur l'ordonnance, c'est la vôtre dans tous les cas. Et une notion de traçabilité, c'est-à-dire on sait à quel moment qui a fait quoi dans cette histoire. À vous entendre, je me dis, question certainement stupide, mais est-ce que vous ne vous rajoutez pas, vous en tant que médecin, de la pression supplémentaire avec cette histoire et potentiellement du travail supplémentaire si vous êtes d'astreinte à chaque fois que vous avez une délégation de tâches? Oui, une astreinte, on connaît ça depuis qu'on est, j'allais dire gamin, quelque part, oui, avec Antoine. C'est plus ça fait partie de notre métier. Si on ne veut pas faire d'astreinte, on ne fait pas tout bib. Et là, la demande des tout bib, c'est plutôt moins d'astreinte et bien plus sûr, de temps libre. Hein. Mais recevoir 5 appels sur 500 protocoles, ça veut dire qu'en fait, il n'y en a pas. Et c'est surtout les premiers protocoles où les professionnels ont besoin ou quelque chose de très précis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les protocoles sont tellement bien réalisés qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'appel et que ça fonctionne bien. Ensuite, il faut quand même se dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va lâcher dans la nature. Je crois qu'au contraire, ces protocoles de coopération renforcent les liens. Vous voyez, comme moi je l'explique aux pharmaciens, je dis écoutez, moi je ne vais pas être votre délégant pour tous. Mon territoire, il fait 50 communes, 150 000 habitants. Donc je ne vais pas gérer 75 000 cystites. Ce n'est pas la problématique. Donc je demande aux pharmaciens, aux infirmiers de se rapprocher de leurs collaborateurs avec lesquels ils bossent d'habitude. Le pharmacien, il a des prescripteurs avec qui il est ami, avec qui il fonctionne depuis déjà de longues années. Il l'appelle, il lui explique. Donc ça marche souvent mieux comme ça. Il dit tiens, tu ne voudrais pas être mon délégant? Oh non, mais tu sais pourquoi, comment. Et puis finalement, 1 semaine, 2 semaines après, ça fonctionne. Aujourd'hui, nous, on le voit sur notre territoire. J'ai 150 médecins traitants. On a commencé les premiers mois, on est resté à 1. Vous imaginez qui était. Et puis, ça commence à faire on a fait des petites réunions. En un quart d'heure, on en a eu 5. On va voir les MSP, on leur explique. Et quand on prend le temps d'expliquer, eh bien voilà. Là, ils s'inscrivent. Donc, on donne nos diplômes et ainsi de suite. On s'inscrit sur la plateforme. Le professeur de santé, il est pharmacien. Il dit, OK, est-ce que vous voulez bien être mon délégant? OK. Et il dit, voilà, j'ai commencé, Madame Intel. Je cherche mon délégant dans ma liste. Clac, clac, clac. Moi, c'est Dr Omer. Je le clique. Et puis, il déroule son protocole. Et dans les réunions Tupperware que vous faites comme ça avec vos collègues médecins, quel est le facteur qui, à un moment, fait qu'ils vous suivent dans cette démarche, à part le charisme que vous pouvez avoir? Donc, on a envie de vous suivre quand vous parlez. Mais ma question, c'est est-ce que, à vous entendre, ils perçoivent déjà un bénéfice réel pour eux, alors en termes de temps, je ne sais pas, d'allègement de la pression psychologique, qui fait qu'ils ont envie d'y aller, ou c'est encore trop tôt pour le percevoir? Je vais vous répondre de façon statistique et claire. 60% des médecins sont empathiques. Pourquoi je parle médecin traitant? Je ne suis pas chirurgien de l'œil. On aime nos patients fondamentalement. On veut leur rendre service. Pourquoi on se coupe en 4? Pourquoi il y a des médecins qui sont actuellement sous le coup de contrôle de la Sécu pour des arrêts de travail? Pas parce que ça fait plaisir aux médecins. Vous savez, il prend 25 € qu'il fasse un arrêt ou qu'il n'en fasse pas. On est là vraiment dans le souci du patient quand on est médecin traitant. On a nos patients. Et on se dit, OK, j'ai compris, il y a quelque chose qui va le faire en toute sécurité pour le patient. Parce qu'en fait, la crainte des syndicats, et j'en discute largement avec eux, c'est de se dire, mais les pharmaciens, les infirmiers, peu importe, ils vont faire n'importe quoi. Le pharmacien, qu'est-ce qu'il veut? Il veut prescrire son sachet de phosphomycine pour gagner plus d'argent. Bon, on sait combien ça coûte, un sachet de phosphomycine, il ne va pas gagner beaucoup plus, et ça lui prend un quart d'heure. Donc, c'est une tâche qui va être moins valorisante quelque part pour lui. Donc, c'est un service rendu au patient. Et quand on explique le service rendu au médecin, en toute sécurité, avec ce que va être demandé en fait à nos délégués, c'est rassurant. Je dis, bon, OK. Bon, je vais le faire au début pour ma patientèle, déjà me rassurer, voir. Et puis, effectivement, après, peut-être, je vais élargir un petit peu le cadre et je pourrais être délégant pour un peu plus large. Et puis, ce que je veux, et ça, je vous l'accorde, c'est pas être dérangé quand même.
Je ne vais pas faire ça. En plus, ne pas avoir un patient, quelqu'un au téléphone qui vient. Et donc, on les rassure aussi en disant, bon voilà, normalement, c'est censé quand même fonctionner. Et puis, tu peux repartir à tout moment. Tu vois que tu as été dérangé sur 3 semaines, tu te retires, tu reviendras quand tu veux. En fait, c'est ce côté explication, réassurance. Et encore une fois, c'est rendre service à nos patients. Nicolas Omer, on a bien compris avec vous la manière dont la délégation de tâches allait se faire. On a vu que c'était extrêmement cadré. Derrière tout ça, il y a quand même besoin, à un moment, vous disiez, d'outils numériques, ne serait-ce que pour assurer la traçabilité de cette délégation. De quels outils avez-vous besoin? Quels outils existent aujourd'hui? Lesquels sont en développement ou faudrait développer? On ne va pas citer de nom d'entreprise. Il y a un certain nombre de startups, il y en a peut-être dans la salle. Donc, sur les protocoles. Alors, nous, je vais parler pour la Fédération nationale CPTS. On invite des entreprises justement à se présenter un peu comme là, vous voyez, de façon numérique. On utilise à peu près deux types d'outils. On a une espèce de cloud partagé où il n'y a pas de données de santé, où c'est plutôt un outil de travail, de coordination. Et ensuite, on a des outils un peu spécifiques. On va mettre un peu de protocole, on va faire un peu de soins non programmés pour rechercher des médecins traitants, pour les conseiller. Donc, on a besoin effectivement d'un environnement où cette fois, on a les données de santé. Aujourd'hui, à ma connaissance, effectivement, pour les protocoles de coopération, on a 2 types de plateformes qui font un peu le même job, qui fonctionnent bien et qui proposent différentes options. Mais on va dire que c'est assez simple. Hein. Vous imaginez là les 20 pages de papier qu'il faut digitaliser. Donc on a juste des questions, hein, oui, non. On vient mettre nos ordonnances, on vient envoyer ça dans mon espace santé ou par mes emails. Donc c'est assez simple, c'est juste une digitalisation d'un process papier qui doit se faire dans un environnement sécurisé. Donc ça fonctionne bien. Le retour de nos délégués est excellent dans le sens où ils ont commencé en format papier. Ils se sont dit quand même, c'est vrai, on le fait pour nos patients, mais c'est quand même un peu laborieux. Et puis pour l'envoyer au médecin, il faut tout faire en triple. Là, c'est quand même beaucoup de clics, mais qui font avancer. Et il y a à la fois une bonne expérience utilisateur et un très bon retour de ces utilisateurs qui disent maintenant, nous, on va en faire davantage. Parce que au début, on est passé de 25-30 minutes pour faire un protocole en papier à 15 minutes pour le faire en numérique. Et quand ça roule, on va le faire en 10 minutes. Et puis, vous voyez, il y a ce côté UX qui est sympa. Clac, 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 clac. Tout est fait, tracé, ça envoie. Si on veut, on peut l'envoyer à nos confrères hospitaliers. Et donc, c'est une amélioration. Et encore une fois, c'est quelque chose de vertueux. En fait, le numérique, on y vient, c'est un outil. Une fois qu'on a fait le reste, les réseaux, la coordination, le côté humain, on va utiliser quelque chose. Et puis une fois qu'on a l'impression, si on a un bon outil, qu'on l'utilise correctement, qu'il vient favoriser les choses, les médecins sont contents parce qu'ils reçoivent un compte-rendu. On se dit, tiens, moi pour la cystite, franchement, je ne pose pas toutes ces questions. Ça se passe super bien. Je suis content. Voilà, je peux le mettre dans le dossier de ma patiente. Eh bien, ça vient renforcer encore une fois ces liens, ça vient renforcer l'envie de nos délégués d'utiliser, de se doter de ça, de ces protocoles. Donc, on trouve que c'est quand même assez vertueux. C'est nouveau. Je pense qu'il faudra se redonner rendez-vous l'an prochain. Je reviendrai avec grand plaisir vous en parler. Et se dire, voilà, c'est quelque chose de nouveau, hein, il faut qu'on le dise, ces protocoles de coopération, ils sont sortis dans la loi, mais il faut que les choses se mettent en place. Il y a eu beaucoup de frilosité. On a beaucoup, nos institutions ont beaucoup tapé sur les médecins ces derniers mois, le règlement arbitral, après l'échec des négociations conventionnelles, on a maintenant le SIO, enfin je passe un peu sur les acronymes, mais et donc cette dernière année a été très, très compliquée. Et donc les médecins, si on n'a pas de médecin délégant, il ne se passe rien. Et il y a beaucoup de médecins qui ont dit, nous, on se retire des CPTS si vous mettez ça en place. Les protocoles de coopération. Vous voyez, cet enjeu politique a été quelque chose de difficile. Donc, c'est venu où il y a eu la marée basse, finalement. Et puis, c'est en train de revenir petit à petit, où les choses se calment. Donc, je pense qu'à 1 an, on aura un bon retour. Vous partagez les propos d'Antoine Piot, pour vous qui êtes en libéral, justement, sur des territoires, hein, hors de l'hôpital. On part de la délégation de tâches finalement et on amène à revoir comment on repose le parcours patient, mais comment on repose aussi la journée du médecin.
C'est ça. Là, on était dans une discussion soins primaires entre pharmaciens, infirmiers, milieu libéral. Et puis, on vient élever la discussion entre médecins généralistes et médecins spécialistes. La téléexpertise, c'est comme ça. On commence à avoir la téléexpertise entre infirmières, mais on va rester sur ce dont on parle. Et je vais vous l'illustrer avec un cas d'usage qui est simple, c'est celui de la dermatologie. Donc là, ça touche tout le monde. Dans la salle, lorsqu'on veut prendre un rendez-vous chez le dermatologue dans le sud, on n'est pas trop mal loti, c'est 6 mois. Des fois 1 an. En fonction des départements. Donc moi, je mène cette expérimentation régionale pour l'Occitanie depuis plus de 6 mois. Et on s'est aperçu effectivement qu'on avait besoin d'organiser les choses. Donc on a des départements. Le Lot, il reste 3 dermatos. Le Gers, il en reste 1. En Haute-Garonne, dans l'Hérault, on en a beaucoup. Donc effectivement, eh bien, soit on se dit les Gersois ou les gens de Tarbes vont être moins bien soignés. On va leur dépister leur mélanome systématiquement avec des métastases. Et puis on va attendre qu'ils meurent. Soit on peut mettre en place des choses vertueuses, sécurisées, qui s'appellent effectivement la téléexpertise, ou bien organisées, on peut. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis tout le monde, les dermatos libéraux, hospitaliers, donc je fais la tournée des popotes, bien sûr les soins primaires. Qui veut faire quoi? Eh bien, on a abouti à une conclusion en 4 points. 1, il faut un réseau, une organisation. On va pas, moi, je ne vais pas aller solliciter le CHU. Il n'y a pas d'intérêt. Le CHU doit rester quelque chose d'excellence. On a ensuite nos dermatos de ville. Il faut avoir un accès direct. On a certains qui sont les cliniques, les hôpitaux, qui vont prescrire de la biothérapie, du psoriasis sévère, des choses comme ça, pour nos patients qui ont aussi du chronique. Il n'y a pas que des suspicions de cancer. Et effectivement, on a les soins primaires, les médecins traitants, qui ont des difficultés énormes à trouver effectivement des rendez-vous. Et bien dans ce cas-là, c'est une organisation avec nos collègues dermatologues où on fait par une plateforme sécurisée une demande de téléexpertise qui nous prend en moyenne, je crois, c'est entre 3 minutes 30 et 4 minutes 30, aussi bien pour le demandeur que pour le receveur, qui est certes très peu rémunéré, c'est 10 € et 20 €, mais au moins il y a un modèle économique. Un dermatologue d'Angers me disait, moi, j'ai arrêté tous les SMS, WhatsApp, de répondre à tous mes collaborateurs en permanence. À l'année, j'organise, je commence ma matinée, je prends 45 minutes. Je fais mes 10 téléexpertises de la veille. J'organise, je suis concentré, j'ai mon temps. C'est pas en plus, je l'organise dedans. Eh bien, c'est valorisé à l'année 40 000 €. Ça veut dire qu'il peut payer une secrétaire parce qu'il faut le télépaiement, mais c'est organisé, c'est sécurisé. Et ça veut dire que 10 demandes de médecins par jour sont solutionnées. Des demandes, vous voyez, qui vont être organisées. Donc, on a aussi que vous avez moins de pression psychologique. Vous êtes exactement, toute la journée à répondre à des SMS. Ce n'est pas désorganisé. Donc, le premier groupe de travail a été de dire, eh bien, il faut organiser ce réseau. Le deuxième, il faut un outil, la téléexpertise. Le troisième, la formation, puisqu'effectivement, on doit aider un peu les soins primaires à mieux se former. Et le quatrième, ça fera peut-être le lien avec la conclusion, c'est l'intelligence artificielle. On s'aperçoit que on peut avoir des outils pédagogiques. Moi, j'ai commencé mes premiers remplacements à l'époque. Il y avait encore des médecins qui travailler en papier. À l'époque, je me dis, comment ils font pour travailler? Il n'y avait pas de logiciel. C'est incroyable. Aujourd'hui, il n'y a pas un des internes qu'on reçoit, je suis maître de stage, qui va se dire il travaille avec du papier. Ou alors, s'il y a une coupure Internet, comment je fais? Enfin, nos jeunes internes, ils n'ont pas eu, et ça fait que 20 ans qu'on est médecin avec Antoine, eh bien, ils ont tous des ressources en ligne. Ils ont des aides au logiciel. Eh bien, aujourd'hui, on aura du ChatGPT 4, on a des intelligences artificielles spécifiques qui doivent nous aider à travailler, à nous améliorer. Et demain, on peut avoir de l'aide au diagnostic qui va nous aider en soins primaires. Et au lieu de tout envoyer, effectivement, eh bien, on va continuer de se former de l'intelligence artificielle, mieux traiter nos patients et améliorer cette prise en charge sur cette organisation. Et ça reste une coordination, une optimisation du système de soins parce que même si on a réouvert un peu les vannes des facs, nos médecins, ils ne vont pas arriver avant 10 ans, 15 ans. Il faut continuer de voir nos patients pendant ce temps-là. Et je crois que ce n'est pas que en remplacement d'eux, mais vraiment en complément et en optimisation pour nos patients, que ce soit le radiologue avec des mammos augmentés par l'IA et qui vont être là enfilés en permanence. Je vous parlais de l'aide au diagnostic en dermato. Moi, j'utilise une aide, l'IA, qui va me traiter. Aujourd'hui, 50% du boulot d'un hospitalier, c'est de taper à l'ordinateur. Aujourd'hui, moi, j'ai une IA au cabinet qui enregistre le patient, qui me met tout dans le dossier au bon endroit avec l'anamnèse
l'anamnèse, l'examen physique. Donc en fait, je viens m'améliorer. Je mets tout sur le plan médico-légal, mais aussi dans le courrier. Ensuite, je fais un clic droit, envoyer au courrier. Eh bien, j'ai pas 3 mots. J'ai toutes les informations qui ont été dites pendant le temps de ma conversation qui sont prises, mais surtout synthétisées. Donc effectivement, ça ne va pas me remplacer, ni le patient, mais vraiment optimiser et améliorer vraiment la prise en charge de nos patients. Parfait. En tout cas. Et tout ça, ça va prendre combien de temps, à votre avis, juste pour se développer? Quelques années, comme d'habitude. Quelques années. Mais on ne pourra pas faire moins. Je crois que c'est quelque chose de très sérieux qu'on fait au quotidien. C'est votre santé. C'est la première préoccupation des Français et certainement des Européens. On ne peut pas se soustraire à un temps d'adaptation. Et notre collègue du centre hospitalier, et on a la chance d'avoir des innovateurs comme il l'est. Hein, tout le monde n'a pas un castre Mazamet, hein, quand même, il faut bien dire, dans la région. Il faut un certain temps, où on a des équipes de 25, on a des équipes de 100. Ça va prendre un certain temps.